Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. La région du Moronou rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Les populations saluent les actions de développement du chef de l'État. L'axe Akupé-Kotobi-Bongouanou rénové, officiellement ouvert à la circulation. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan appelle à la paix. À l'ouest ivoirien aussi, sur la voie du développement, bitumage de routes, électricité, eau pour tous, autonomisation des femmes. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a posé des actions pour l'amélioration du quotidien des populations. Mobilisées, elles ont salué ces initiatives du gouvernement. Et puis en Tunisie, 41% de taux de participation. Les Tunisiens étaient aux urnes ce dimanche pour élire leurs députés. Les premiers résultats de ces législatives attendus dans les prochains jours. L'axe Akupé-Kotobi-Bongouanou entièrement rénové. Hier, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a inauguré l'ouvrage. Un tronçon long de 58 km. Il a coûté 29 milliards de francs CFA. Cette route refaite grâce au CDD, le contrat de désendettement et de développement. Un soulagement pour les usagers. La région du Moronou bénéficie donc des moyens de relèvement de son potentiel économique. Plusieurs actions de développement réalisées dans la région du Moronou. Les populations témoignent pour cela leur gratitude au chef de l'État. Une journée d'hommage organisée à Bongouanou. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan appelle à la cohésion. Mahama Traoré. La réhabilitation de l'axe Akupé-Kotobi-Bongouanou vaut au président Alassane Ouattara l'hommage des populations du Moronou. Elles sont venues ce samedi à Bongouanou lui témoigner leur reconnaissance en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Aux côtés des populations du Moronou pour ce soutien, celle de la région voisine de Lamé. Mes chers parents, on ne mange pas goudron, mais le goudron fait manger, parce que sans le goudron, la nourriture n'arrivera pas dans nos maisons, dans nos contrées, et nous ne pourrons pas manger. Donc, chers parents, je vous dis, grâce au président de la République, nous avons le goudron, et le goudron fait manger. Ancienne boucle du cacao, le Moronou est en quête d'un nouvel envol économique. Grâce au président Alassane Ouattara, la région accueille sur ses terres le premier gisement de bauxite du pays. Selon son porte-parole Théophile Awandoli, l'espoir est donc permis. C'est par le goudron et les ponts que nos commerçants envoient les produits manufacturés pour approvisionner nos parents. Merci au président Ouattara de nous avoir donné du goudron à manger. Monsieur le vice-président, les populations du Moronou et de Lamé, par ma voix, vous prie de transmettre à son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, notre immense gratitude pour cette belle route qu'il nous offre. Nous vous prions de dire au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que le Moronou est derrière lui et restera avec lui aujourd'hui et demain. Selon le vice-président de la République, le gouvernement compte faire mieux pour le Moronou, mais à une condition, celle du maintien de la paix sociale. Ce n'est que dans l'union, la discipline et le travail que le président de la République et le gouvernement pourront réaliser l'important programme de développement nécessaire à notre beau et cher pays. Pour cela, je voudrais inviter à nouveau tous les enfants du Moronou à continuer à le soutenir, à faire en sorte qu'il puisse mener à bien sa politique destinée à apporter le bien-être à tous. Et Daniel Kablan-Duncan d'annoncer aux populations que le président Alassane Ouattara sera en visite d'État dans leur région en début d'année prochaine. Et de l'Est, rendons-nous à présent dans l'ouest du pays. Le Premier ministre a achevé hier sa visite dans les régions du Guémon et Cavali. Amadou Gon Coulibaly a posé plusieurs actions de développement. Les populations saluent justement tous ces projets initiés pour leur bien-être. Retour sur ce séjour de 72 heures avec Alexis Ouedraogo. 72 heures dans le Cavali et le Guémon. Amadou Gon Coulibaly est venu toucher du doigt les réalités des populations. Une population déterminée à en tirer le plus grand profit. On est très content. Il va nous donner beaucoup de choses. On va demander beaucoup de choses aussi. Première étape, la rencontre avec les chefferies traditionnelles de Guiglo, Blolékin, Fakoblit, Taï, la tribu Bomi, la communauté Baoulé, les élus et cadres de la région.
Quand on parle à quelqu'un qui l'écoute, on a l'assurance que la personne pourra bien réagir après. Et il nous a donné des réponses satisfaisantes, mais surtout rassurantes. J'ai une plantation d'EVA, donc quand le ministre a parlé d'EVA, j'étais toute heureuse. Il y a aussi le pont de Djiglo. Quand je suis dans le car, je ferme les yeux. J'ai comme l'impression que je vais plonger dans l'eau. Je suis vraiment enchantée. Je vais bien dormir aujourd'hui. Le Premier ministre procède dans la foulée au lancement des travaux d'extension du réseau électrique de la ville de Guiglo. C'est très bien ce qu'il a fait. Nous sommes très contentes. Vendredi, ce sont les femmes qui sont à l'honneur avec le lancement du projet d'autonomisation des femmes du Cavally. Très heureuse. Le Premier ministre, c'est que vraiment il pense à nous, il pense au Cavally. On s'attendait à la venue du Premier ministre, mais on ne savait pas que le geste allait être très important. Et ce qu'on nous a donné aujourd'hui, ça permettra à nos femmes de commencer quelque chose. En route pour tout le Pleu, le Premier ministre marque 2 escales. La première pour rendre hommage au colonel Oulaï, grande figure de l'armée ivoirienne. La seconde pour s'assurer de la bonne avancée des travaux du pont du Cavally. Tout le Pleu, dernière étape dans le Cavally. Les populations ici sont chaleureuses, elles célèbrent le développement. Le bitumage de la route Bleu-Lequin, tous les Pleux frontières du Libéria, annoncé ici, sur cette même place, par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lors de sa visite historique, la première étape de sa visite d'État, après sa prise du pouvoir en avril 2012 ici, est aujourd'hui une réalité palpable. Tous les Pleux sortent de son isolement, tous les Pleux sortent de son enclavement qui aura duré plus d'un siècle. L'occasion pour le chef du gouvernement de rassurer les populations face aux échéances électorales à venir. Les propos et comportements de certains acteurs politiques font qu'il y a des questionnements et quelquefois de l'angoisse au niveau de nos populations. Et je voudrais donc vous rassurer, comme le président de la République l'a indiqué dans le NZI, les élections prochaines seront paisibles, elles seront apaisées, elles seront ouvertes, elles seront démocratiques. Cap sur le Guémont, fils, élus et cadres sont sortis nombreux. Même exercice de proximité, les échanges se veulent directs et francs. Avec les mots, des actions, le lancement de l'extension du réseau électrique de Diokwe, avant la grande rencontre avec les populations pour prôner la cohésion. J'en appelle ici encore au rassemblement des filles et fils du Guémont, mais au-delà des Ivoiriennes et des Ivoiriens, dans leur diversité politique, ethnique ou religieuse, autour des actions de paix, de cohésion sociale et de développement. Nous devons puiser constamment dans les valeurs portées par le président Félix Houphouët-Boigny tout au long de son combat politique, les ressources nécessaires pour surmonter nos contradictions du moment et préserver l'héritage le plus précieux qu'il nous a laissé, qui est la Côte d'Ivoire, notre pays. Et la Côte d'Ivoire qui aspire au développement avec des institutions au travail. La Cour des comptes contrôle la bonne exécution des politiques publiques. Son président Diomandé Kanvali était face aux sénateurs. C'était vendredi à Yamoussoukro en séance plénière. Cette chambre du Parlement ivoirien entend jouer sa partition dans le suivi du budget de l'État. Léon Brou. Le président de la Cour des comptes face aux sénateurs pour dire le rôle de son institution dans l'exécution du budget de l'État. Des travaux que le président du Sénat motive par la course vers la maîtrise de la mission de contrôle de l'action publique, notamment le contrôle des opérations financières de l'État, également dévolu aux sénateurs. Il est bon que nous ayons les instruments, les outils, les leviers de contrôle de l'exécution du budget. Surtout que nous rentrons dans un budget programme avec des nouvelles attributions prévues par la Constitution, notamment le contrôle des politiques publiques. Une fois que le gouvernement a exécuté le budget, il produit un projet de loi de règlement. Ce projet de loi de règlement vient devant le Parlement accompagné d'un rapport
de la Cour des comptes sur l'exécution du budget. Et nous établissons la conformité ou la non-conformité de l'exécution du budget avec ce qui a été voté. Ce contrôle du budget de l'État, la Cour des comptes, selon son président, l'effectue en 5 étapes, dont la vérification de la conformité des dépenses, les observations et recommandations, une démarche à sanctionner par le quitus ou non à l'exécution du budget de l'État formulée par la Cour des comptes. Nous avons un pouvoir juridictionnel, mais dans le contrôle de la loi des finances, ce n'est pas un contrôle juridictionnel, c'est un contrôle de gestion. Aussi expliqué aux sénateurs la saisine de la Cour des comptes, ses rapports avec les autres organes de contrôle des finances publiques, de quoi outiller les parlementaires avant l'examen de la loi des finances 2020. Il nous a éclairé, les sénateurs sont partis renforcés. On attend le ministre du budget. Installée en janvier 2018, la Cour des comptes assiste l'Assemblée nationale et le Sénat dans leur mission de contrôle de l'action publique. Une action publique au bénéfice des populations qui passe aussi par le vivre ensemble. Le président du Sénat appelle à la paix. Jeannot Ahoussou Kouadio était en visite dans la région du Tongpi. Il s'est entretenu avec la communauté baoulé. Il apprenait les valeurs de cohésion et de développement du RHDP. Eve Boué est notre correspondante à l'Ouest. Les représentants de la communauté baoulé vivant dans la région du Tongpi ont répondu présents à l'invitation du président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio. Ils sont venus écouter le message de paix, de cohésion sociale et de développement du Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Une rencontre somme toute fructueuse. Je crois que c'était une réunion utile. Ensemble, nous voulons lancer le message de paix des oufétistes, du rassemblement autour de la Côte d'Ivoire, la passion pour la Côte d'Ivoire, à travers le président Alassane Ouattara, qui est là, qui incarne aujourd'hui l'unité nationale. Mettons-nous tous derrière lui et faisons la politique autrement. Nous avons expérimenté la violence sous toutes les formes. Coup d'État, rébellion, crise post-électorale. Changeons. Changeons, on a autre chose à offrir aux Ivoiriens. On a la paix à offrir aux Ivoiriens, c'est ce que le président Fouboy nous a enseigné. Et nous savons tous que la paix est le préalable à tout développement. Il ne va pas qui d'entre nous ici n'aspire pas au développement. Nous avons besoin de faire avancer ce pays. Nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants que nous voulons voir grandir dans un environnement apaisé. Jeannot Ahoussou Kouadio a en outre exhorté cette communauté à continuer à vivre en bonne intelligence avec leurs hôtes. La communauté baoulé de la région du Tongpi est estimée à environ 6 000 membres. Des membres qui opèrent essentiellement dans les domaines de l'agriculture, l'artisanat, le commerce, les secteurs publics et privés. Dans le centre du pays, le canton Tchéoui prône aussi la paix et la cohésion sociale. Le département de Tiébissou rend hommage au président de la République, la population mobilisée hier samedi et une reconnaissance aux actions de développement du chef de l'État, Mamadou Kouassi. Le canton Tchéoui et l'ensemble des populations du département de Tiébissou dans la région du Bélier, en phase avec le président de la République, Alassane Ouattara. Une journée d'hommage et de soutien est organisée à cet effet. Et pour l'occasion, plus de 15 000 personnes sont mobilisées pour répondre à l'appel d'Ousmane Bamba, initiateur de cet événement à la demande des chefs coutumiers du département de Tiébissou. Tout le département est sorti pour dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, pour les nombreux projets de développement. Bon, cette initiative est bienvenue parce qu'il s'agit d'une erreur qu'on est en train de réparer. Au point que nous sommes contents. Nous voulons que ça soit continué à tous les niveaux et que ça se tende au niveau de toute la population de ce pays-là. Cette mobilisation à l'allure d'une visite d'État a réuni la population venue de tous les villages et hameaux de Tiébissou. Pour Ousmane Bamba, cadre de la région et parrain de cette journée d'hommage et de reconnaissance au président de la République, le moment était venu pour le département de Tiébissou d'exprimer son attachement aux idéaux de paix et de développement entrepris par le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement. Il rassure les jeunes et les femmes. Tous les projets du président Alassane Ouattara, c'est pour vous les jeunes. Quelqu'un qui fait des routes ne pense pas à lui-même. Quelqu'un qui fait des ponts ne pense pas à lui-même. Quelqu'un qui construit des universités ne pense pas à lui-même. Il pense aux enfants, il pense aux autres générations. Chers cadres,
de Thiébissou. Soyons unis. Sans l'union, on n'obtient rien du tout. Ensemble, on déplace des montagnes. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cette cérémonie de reconnaissance et de soutien au président de la République, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a salué la mobilisation des populations afin de les appeler à l'union et à la cohésion pour la paix en Côte d'Ivoire. De mémoire d'homme politique, je n'ai jamais vu autant de mobilisation et de rassemblement. Merci, chers parents, de comprendre qu'aujourd'hui, notre volonté, c'est d'aller à la paix. C'est parce que Alassane Ouattara est Moufoué-Boigny qu'il a décidé de faire en sorte qu'on ne l'oublie jamais. Et jamais on ne va l'oublier. Les populations ont rassuré le ministre Kobena Kwasi Adjoumani de leur volonté à rester mobilisés et à accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, à relever tous les prochains défis de développement. La loi a été appliquée. Les faits expliquent l'issue du procès de Bangwa Jacques, estime le procureur de Bouaké. Le président du conseil régional de Bouaké traduit devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit. Koné Braman était l'invité du magazine du dimanche présenté par Hamza Diaby. Voici ici des précisions dans cet extrait. D'où viennent ces armes et ces munitions? Mais justement, c'est ça. Il appartenait à M. Bangwa Jacques de nous dire d'où viennent ces armes que nous avons trouvées à son domicile. Il s'agit d'un domicile privé. Un domicile privé bâti sur une superficie d'environ 1 hectare, avec une clôture d'environ 3 mètres, avec des pointes de sécurité. Nous avons, ensemble avec le frère cadet de M. Bangwa, analysé la situation. Nous avons fait le tour de la clôture, mais il n'y avait aucune trace sur le mur, aucune trace sur le portail. Mais d'aucuns parlent d'un procès expéditif. Pourquoi c'était si rapide? Non, il ne s'agit pas d'un procès expéditif. C'était si rapide? Non, pas du tout, pas si rapide. Parce que durant tout le temps de la garde à vue, il appartenait à M. Bangwa d'apporter la preuve. Vous savez, le procureur de la République, sur la base du Code de procédure pénale, a des pouvoirs qui lui permettent de choisir le mode de poursuite qui sied par rapport aux faits. Or, en l'espèce, il n'y avait rien d'autre à vérifier. Il n'y avait pas d'autre chose à vérifier. Durant toute la période de la garde à vue, M. Bangwa avait un seul moyen de défense, c'est-à-dire les gens sont passés par la clôture, alors que ces moyens de défense s'étaient déjà écroulés. Mon parquet est résolument engagé à poursuivre toute personne qui serait trouvée en possession d'armes ou munitions sans autorisation administrative, et nous, le parquet n'hésitera pas du tout à interpeller la personne et la traduire devant la loi, devant le tribunal pour que la loi soit appliquée. Procès du président du conseil régional de Bouaké qui avait donné lieu à quelques incidents, les jeunes appelés au calme. Le ministre Amadou Koné a rencontré la jeunesse des 4 départements de la région. Ils disent avoir compris la nécessité de maintenir la cohésion sociale. Le ministre des Transports a aussi échangé avec des émissaires de la Reine des Baoulés. On fait le point avec Kader Sogodogo. La région de Bouaké veut définitivement tourner le dos à toute forme de violence. Seule la paix et la cohésion sociale peuvent l'y aider. C'est le message du ministre des Transports Amadou Koné, cadre de la région, aux représentants des jeunes des 4 départements de Bouaké. Une région qui a connu quelques incidents le jeudi 3 septembre 2019, jour du procès de Jacques Mangwa, président du conseil régional. C'est de notre responsabilité de sensibiliser, de travailler donc avec les jeunes, notamment qui sont instrumentalisés, pour leur dire de faire l'essentiel, la part des choses entre la politique politicienne pour accéder au pouvoir et puis le développement. Un message bien perçu par les jeunes qui veulent désormais afficher une certaine maturité. Comme il a dit, je pense que c'est nous les jeunes même qui faisons que tout cela arrive. Parce que si aujourd'hui je suis dans mon coin et que je refuse de faire ce que l'autre est de l'autre côté qui me dit de faire, lui qui n'est pas sur le terrain, je pense que ces genre de trucs n'arriveront pas. Quel que soit ton bon politique, il faut d'abord privilégier la paix. Il faut d'abord cultiver la paix. Il faut vivre la paix. Et il faut dire que la manipulation doit être quelque chose que les jeunes doivent rejeter. Parce qu'un jeune qui est manipulé aujourd'hui, c'est un jeune qui est perdu. Et aujourd'hui, grâce à cette rencontre-là, nous nous sommes parlé et les jeunes de Bourbourg nous disons non à la manipulation et nous disons oui à la paix.
Après les jeunes, les échanges se sont poursuivis avec la chefferie traditionnelle. Les chefs étaient porteurs d'un message de Akwa Boni II, reine des Baoulés. Nous lui sollicitons la clémence du royaume baoulé, de tout le peuple baoulé, à travers lui, de porter notre message de pardon au président de la République et à son Premier ministre, même au gouvernement aussi. Les jeunes et les chefs traditionnels ont pris l'engagement de travailler pour une paix durable dans la région de Gbeke. Et c'est justement dans un environnement de paix que l'élite de demain sera bien formée. La ministre de l'Éducation, Kandia Camara, appelle à un encadrement de qualité, un message à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, une reconnaissance du travail de ces acteurs dans la formation des enfants. Frédéric Oulaï, Franco-Adio. L'UNESCO, depuis 1994, a décrété le 5 octobre Journée mondiale des enseignants. Une journée qui permet aux enseignants de réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail. C'est aussi l'occasion d'interpeller les gouvernants sur leurs préoccupations. En Côte d'Ivoire, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle met l'accent pour l'occasion sur les deux principaux objectifs. Ce sont la contribution des enseignants pour une éducation de qualité et les priorités en matière d'éducation. Kandia Camara rappelle aussi les efforts consentis par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants, à savoir le déblocage des salaires, le paiement des stocks des arriérés de salaire et des primes. De plus, la ministre a relevé le paiement du reste des indemnités de logement et la prise en compte du glissement indiciaire du profil de carrière. Plus de 360 milliards de francs CFA consentis donc par l'État. L'objectif est de contribuer à la stabilité dans le système éducatif. La première responsable de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a invité les enseignants à être des modèles dans l'exécution de leurs tâches, mais aussi à promouvoir un enseignement de qualité, cela en vue d'atteindre les objectifs pédagogiques et citoyens. Toujours en éducation, la 49e promotion du CAFOP de Korogo fait sa sortie officielle. Les futurs enseignants appelés à être des modèles. Ils sont au total 300 contractuels recrutés dans le cadre du programme social du gouvernement. Le parrain, Lassina Ouattara, les exhorte au travail bien fait pour une éducation de qualité des enfants. Soro Corona. Ces 300 élèves maîtres reçoivent ces gouttes d'eau en signe du baptême de leur promotion. Promotion Ouattara Lassina, nom du conseiller technique du président de la République Alassane Ouattara. La 49e promotion du Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP de Korogo est composée des enseignants contractuels recrutés à titre exceptionnel dans le cadre du programme social du gouvernement. À quelques jours de leur déploiement sur le terrain, ces élèves maîtres ont tenu à remercier le président de la République, Alassane Ouattara, pour cette opportunité qu'il offre à 10 300 jeunes. Le docteur Alassane Ouattara fait de l'éducation l'une des priorités du gouvernement, d'où le programme social du gouvernement 2019. Et notre présence dans ce centre illustre bien ce choix. Nous le félicitons et nous disons merci pour son option. Le représentant du Premier ministre a exhorté ses futurs enseignants à travailler pour une école de qualité en Côte d'Ivoire. Ouattara Lassina, parrain de cette promotion, a également salué l'action sociale du gouvernement. Il invite ses élèves maîtres à être des enseignants disciplinés et exemplaires. Je dis merci au président de la République parce que avec ce programme, je vois beaucoup d'enseignants, beaucoup de contractuels. Avec ça, il faudra nourrir la famille. Débuté le 19 août 2019, les stages d'accompagnement à la prise de fonction des enseignants contractuels du primaire prennent fin le 18 octobre prochain. Ici à Abidjan, dans la commune d'Abobo, il était question d'autonomisation des femmes. Le maire de la commune appelle à l'union afin de bénéficier des fonds de la municipalité. C'était à l'occasion de l'investiture de la présidente des femmes du Forum des leaders unis, une plateforme d'échange sur les questions de paix et de développement. Nous Sangaré, Franco-Adio. Charlotte Djati Aoudan est désormais la présidente de la branche féminine du FOLU, Forum des leaders unis. Entre autres missions, la promotion de la cohésion sociale et l'autonomisation de la femme. Des défis certes difficiles, mais pas impossibles, selon la présidente des femmes du FOLU. Je compte sur chacune de vous, car nous savons que si les femmes sont autonomes,
notre société se portera bien grâce au soutien qu'elle apporte à leurs époux et enfants. Cadre de rencontres et d'échanges, le Forum des leaders unis se veut une plateforme de promotion des idéaux de paix et de développement prônés par le président Alassane Ouattara. Au niveau d'Abobo, le forum comprend 50 superviseurs avec plus de 300 délégués coordinateurs. Le forum dispose d'une série de réflexions pluridimensionnelles comprenant 11 personnes. L'invité spécial de cette investiture, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, s'engage à accompagner la présidente nouvellement investie dans la réussite de sa mission, qui est celle de l'autonomisation des femmes. Le premier magistrat de la commune d'Abobo a également invité les femmes de sa commune à se mettre en association pour bénéficier des fonds de la municipalité. Parce qu'au niveau de la mairie, nous avons dégagé une enveloppe de 100 millions de francs CFA pour aider les femmes. Mais ces 100 millions, on ne va pas aller rencontrer les femmes dans la rue et leur distribuer. C'est par le biais d'associations crédibles qui rassemblent les femmes, qui forment les femmes, qui les aident à entreprendre, que nous allons aider toutes les femmes d'Abobo. Quand vous êtes organisés, les pouvoirs publics ont plus de facilité pour vous faire avancer. Créé en 2015, le Forum des leaders unis, FOLU, regroupe les leaders des associations de la société civile. Il est implanté sur l'étendue du territoire. Et sur l'étendue du territoire national, justement, le programme social du gouvernement se poursuit. Il y a désormais de l'eau potable dans la localité de Pogo, un soulagement pour les populations. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a mis en service le nouveau château d'eau de cette localité dans le nord du pays. Plus de 300 millions de francs CFA investis à Mississoko. Pogo. Dans cette localité frontalière avec le Mali, le manque d'eau potable créant pousse les populations à s'alimenter à partir de puits ou de points d'eau souvent distants de leur concession. On a besoin de l'eau, l'eau ne vient pas. On peut faire un mois, on ne gagne pas l'eau. On prend l'eau dans le puits pour travailler, ou soit on au barrage pour aller prendre l'eau. Grâce au programme social du gouvernement Eau pour tous, les difficultés rencontrées par les populations à la recherche de l'eau potable sont désormais un lointain souvenir. Pogo vient d'être doté d'un système d'alimentation en eau potable avec un château d'eau. Désormais, nos parents n'auront plus recours à l'eau de puits, de rivière ou toute autre source d'eau non potable qui, de sa mauvaise qualité, était la base des maladies diarrhéiques qui sont en première ligne dans les causes de la mortalité infantile. La mise en service officielle du système d'alimentation en eau potable de Pogo est effectuée par le ministre Laurent Tchagba de l'Hydraulique et celui des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara, également président du conseil régional du Tchologo. Ce château d'eau apporte au quotidien 250 mètres cubes d'eau nécessaires aux 9000 habitants de Pogo. Mon équipe et moi-même, nous mettons tout en œuvre pour que les populations puissent avoir accès à l'eau potable et que l'eau ne vienne pas à manquer et que nous travaillons pour réduire la pénibilité des femmes tous les jours qui sont obligées de faire des kilomètres dans certaines régions et dans certaines circonscriptions pour chercher de l'eau. Notre joie est grande aujourd'hui car l'un de nos soucis majeurs vient d'être résolu à travers l'inauguration de ce château d'eau. D'un coût d'environ 346 millions de francs CFA a été réalisé grâce à un financement du Trésor public. Chère population, élus et cadres, je vous prie de prendre soin de cet ouvrage. 2 autres forages sont en cours de réalisation pour renforcer la production d'eau de Pogo de 250 à 380 mètres cubes d'eau par jour pour desservir 16 000 habitants à l'horizon 2030. Les Tunisiens convoqués ce dimanche pour les élections législatives, 41,3% le taux de participation, les premiers résultats attendus. Le reste de l'actualité, c'est dans le 7 sur 7. On verra ce qui a marqué cette semaine d'information dans le monde. On débute par le Yémen avec Lydie Sadia et Franck Adio.
Yémen, les rebelles Houthis du Yémen ont libéré 290 prisonniers, dont 42 rescapés d'une attaque aérienne dirigée par l'Arabie Saoudite contre un centre de détention. L'émissaire de l'ONU pour le Yémen a salué cette initiative des rebelles yéménites qui entre dans le cadre de l'accord de Suède conclu en décembre 2018. Mali, d'intenses combats ont fait au moins 25 morts lundi et mardi parmi les soldats maliens qui luttent pour le contrôle de 2 camps militaires attaqués par les djihadistes dans le centre du pays. Une soixantaine de soldats maliens sont portés disparus et l'armée enregistre de lourdes pertes en matériel. Subvention Airbus. L'Organisation mondiale du commerce, OMC, autorise les États-Unis à imposer des sanctions sur 7,5 milliards d'importations européennes en représailles aux aides accordées par l'Union européenne à Airbus. Le pays pourra ainsi imposer dès le 18 octobre des droits de douane de 10% sur les avions et de 25% sur d'autres produits industriels et agricoles importés de l'Union européenne, selon une liste publiée par les services du représentant américain au commerce, USTR. France, 4 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une agression à l'arme blanche à la préfecture de police de Paris. L'assaillant lui-même, employé de la préfecture, a été abattu. Le mobile de l'attaque demeure pour l'instant inconnu. Irak, une quarantaine de personnes sont mortes depuis mardi, début des manifestations contre le gouvernement d'Abdel Mahdi. Malgré le couvre-feu instauré par les autorités, les affrontements ont gagné en intensité entre les forces anti-émeutes et les manifestants à Bagdad. Au Cameroun, le tribunal militaire de Yaoundé a ordonné la remise en liberté du principal opposant camerounais Maurice Kamto, arrêté fin janvier avec des centaines de partisans à la suite de manifestations organisées pour protester contre les résultats de la présidentielle. La veille, le président Paul Biya avait exigé l'arrêt des poursuites judiciaires engagées contre eux. En Tunisie, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes où près de 7 millions d'électeurs sont appelés à élire leurs députés. Cette 3e législative depuis la révolution de 2011 se déroule entre les 2 tours d'une présidentielle pour laquelle 2 candidats anti-système restent en course. Ce sont Kaïssa Sayed et Nabil Karoui, actuellement emprisonnés. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Codian. Bonsoir.